Alors Madame le ministre, un partenariat État-famille qui connaît quelques frictions, comme toute relation unissant deux entités, un cas spécifique. Nous sommes en plein dans la saison des pluies. Dans certains quartiers précaires de la ville, c'est les inondations, c'est les éboulements. Quand une goutte de pluie s'abat sur une toiture, c'est une prière qui monte au ciel parce qu'on n'est pas sûr de voir le jour se lever le lendemain. Alors devant, n'est-ce pas, cette situation-là, quelles actions du ministère de la Solidarité, de la Femme et de la Famille pour rassurer ces populations qui se sentent livrées à elles-mêmes? Ce n'est pas juste de dire que les populations sont livrées à elles-mêmes. Vous savez, on a parlé tout à l'heure de la responsabilité collective. Le gouvernement, en tout cas, je peux vous l'attester. J'ai été anciennement ministre de la Salubrité urbaine et j'ai eu à travailler donc avec le ministère de l'Environnement, avec le ministère de la Construction, avec le ministère des Infrastructures, justement, sur ces habitations, donc dans les zones précaires, dans les zones à risque. Les familles sont depuis longtemps sensibilisées à partir de ces endroits-là. Certaines familles ont même reçu des subsides. Certaines ont été dédommagées pour partir de là. Elles sont revenues. Hein. Elles sont revenues. Malheureusement, parce que nous-mêmes, familles, avons notre responsabilité aussi engagée. Quelquefois, on vous dit non, c'est pas grave, la pluie, la grâce à Dieu, avec la grâce de Dieu, ça ne va pas arriver chez nous ici. Voilà comment on arrive à mettre sa famille en danger. Responsabilité collective donc. Ce n'est pas juste quand on dit que ces familles-là se sentent abandonnées par l'État ou se sentent seules. Ce n'est pas juste. L'État a sensibilisé et a encore sensibilisé. Très bien. Alors, nous allons repartir tout de suite. Donnez-nous 2 petites minutes. Nous allons rejoindre Maï Sakou en espérant vivement que notre ami Fousseni Tamanou a repris ses questions à Madame le ministre. Maï Sakou. Nous avons cette fois 4 préoccupations. La première est celle de M. Kwasi Goli qui appelle de Thiébissou. Que compte faire Madame la ministre pour les pro-Gbagbo encore en prison et qui n'ont pas la chance de regagner leur famille? La deuxième question est de M. Kua Jano, il appelle de Yopougon. Selon M. Kua Jano, M. Diaby Moustafar, président des victimes de guerre, a été orienté vers Madame la ministre qui devait avoir comme interlocutrice. À ce jour, il n'y a plus de suite. M. Kua Jano voudrait savoir qui gère les victimes de guerre. Est-ce Madame la ministre Anne Ouloto ou le président de la CDVR, Charles Konan Bani? Et puis nous avons M. Fousseni Tamadou de Paris qui revient à la charge, mais avec une autre question. En France où il vit, M. Tamadou assure que les familles démunies sont assistées financièrement, sinon prises en compte par les services sociaux. Que fait le gouvernement pour aider les familles démunies en Côte d'Ivoire quand on sait que les enfants de certains hauts fonctionnaires sont pris en compte? Et la dernière préoccupation est celle de M. Diplo qui appelle de Divo. Selon M. Diplo, une plateforme a été mise en place par le ministère de la Solidarité pour lutter contre les violences basées sur le genre. Et parlant de violences basées sur le genre, selon M. Diplo, une jeune fille a été violentée par son père à Divo. À la justice, les parents ont demandé un arrangement à l'amiable et l'affaire est restée sans suite. Que peut faire Madame la ministre pour éviter ce genre de situation? Et puis nous avons une toute dernière préoccupation. Celle-là vient de M. Digbe qui appelle également de Paris. Quelles dispositions Madame la ministre a-t-elle prises pour améliorer les conditions de vie des femmes qui balaient chaque jour les rues d'Abidjan? Voilà pour les préoccupations. Bien. Madame le ministre, vous avez noté, il y en a en définitive, il y en a 5, 6. Ça veut dire qu'il y a un intérêt pour cette émission. On vous écoute, madame. Oui, merci. Alors, M. Kwasi, les pro-Gbagbo encore en prison, qu'est-ce que Madame le ministre peut faire pour les sortir de prison? Vous savez que si un citoyen se retrouve en prison pro-Gbagbo ou non, cela suppose qu'il a un problème avec la justice. Alors, il ne faut pas poser les problèmes en ces termes-là. Pro-Gbagbo en prison et les autres, que fait-on pour eux?
moi, je ne cherche pas à savoir qui est pro-Gbagbo en prison et qui ne l'est pas. Tous les Ivoiriens ont les mêmes droits, pro-Gbagbo ou non. Alors, celui qui est en prison, qui a un problème avec la justice va suivre son cours et va décider de son sort. Maintenant, s'il est avéré qu'un citoyen en prison, à cause de son appartenance politique, donc subit, si vous voulez, certaines injustices, alors en ce moment, cela nous interpelle. D'accord? Mais je ne suis pas ministre de la Justice. En tant que ministre de la Famille, c'est vrai, je me préoccupe donc du sort de la famille, des familles de ceux qui sont en prison, mais il faut faire en sorte, justement, quand on est bon père de famille, de ne pas y aller. Très bien. Allez-y, Diaby Moustapha. Oui. Monsieur Diaby Moustapha, qui gère les victimes de guerre. Le ministère en charge de la solidarité doit procéder à l'identification des victimes de guerre et organiser justement, selon le décret portant attribution de notre ministère, organiser justement donc, les questions relatives donc, à leur dédommagement, à leur prise en charge, etc. Ça, c'est du domaine du ministère. Mais le ministère en charge de la solidarité doit savoir qui est victime de guerre, qui ne l'est pas. Donc c'est un travail, justement, qui est fait par la CDVR, qui en ce moment est en train de procéder aux auditions. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la prise en charge des victimes, donc au cas par cas. Selon les situations donc, que nous analysons, les enfants, je vous ai parlé tout à l'heure de la loi portant pupille de la nation, par exemple, c'est une catégorie d'enfants victimes de guerre, justement, qui sont pris en charge déjà aujourd'hui par l'État de Côte d'Ivoire à travers cette loi-là. Très bien, et madame. au fur et à mesure, ce sont des questions donc, qui seront réglées. C'est pour cela que justement, le gouvernement demande d'aller vite. Et le gouvernement, et moi je reste très impatiente, donc du processus en cours par la CDVR, il est important qu'assez rapidement, nous apportions des réponses à la prise en charge des victimes de guerre, justement, pour aller rapidement donc, à la normalité et pour aider ces familles-là, justement, à retrouver leur dignité. Alors, en ce qui concerne les familles démunies, prises en compte donc, en France par les services sociaux, c'est la politique de la France. Ici, en matière donc, de prise en charge des familles vulnérables ou des familles en difficulté, le gouvernement aussi donc, a sa politique en la matière. Lorsque, en matière d'éducation, par exemple, on vous parle de gratuité de l'école et de kits scolaires chaque rentrée scolaire qui sont mis à la disposition des enfants, c'est justement pour aider ces familles-là, n'est-ce pas, à avoir accès à permettre à ces familles de faire en sorte que leurs enfants aient accès à l'éducation. Lorsque nous parlons donc de gratuité ciblée, c'est justement à l'endroit de ces familles en difficulté que le gouvernement justement travaille pour faire en sorte que ces familles puissent, n'est-ce pas, avoir accès aux soins de santé. Lorsque nous parlons de fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, donc créés par Madame la Première Dame, c'est justement pour permettre à ces mères de famille, de ces familles vulnérables et démunies, n'est-ce pas, c'est pour leur permettre donc de se prendre en charge. Il y a un adage en Côte d'Ivoire, en tout cas que les Ivoiriens connaissent bien, apprends, n'est-ce pas, à celui qui te demande tous les jours à manger, apprends-lui à pêcher plutôt que de lui donner un poisson tous les jours. Et l'approche du gouvernement, c'est de faire en sorte que ces familles soient autonomes assez rapidement et qu'elles se prennent en charge, justement, directement. Le cas pratique de M. Diplo, à Divo. Affaire sans suite. Oui, je vous ai dit tout à l'heure que la prise en charge, donc, en matière de protection de la femme, de l'enfant, etc., ce sont des questions transversales que le gouvernement, le ministère en charge de la femme et de l'enfant ne saurait à lui tout seul adresser. C'est un problème de la justice. C'est un problème de la justice. Et c'est pour cela que le ministère doit être informé, que le ministère doit être saisi. Notre rôle, c'est de faire en sorte que ces affaires ne soient pas déclarées sans suite. Parce qu'une fille qui est victime donc, de violences, même dans sa propre famille, il n'y a pas de raison. Vous serez à Divo lundi, dimanche soir. Mais justement, c'est pour toutes ces questions que nous avons choisi Divo. Dites à M. Diplo qu'il soit rassuré. Chaque fois que nous avons eu connaissance de ce genre de situation, en tout cas, le ministère a joué son rôle et les contrevenants ont été sanctionnés
Nous allons même Et plus loin. La dernière question de Nous allons plus loin pour aider justement dans la prise en charge médicale même de ces victimes-là. Très bien, M. Diguet de Paris. M. Diguet de Paris qui demande comment améliorer les conditions de travail des femmes qui balaient dans les rues. Alors écoutez, d'abord ces femmes qui balaient dans les rues aujourd'hui, je me réjouis de ce que ces femmes puissent avoir du travail et qu'elles puissent soutenir leurs époux, qu'elles puissent aider à l'éducation de leurs enfants. Monsieur Diplo doit savoir que ces femmes sont des femmes qui ont de grandes responsabilités et qui ont besoin de travailler. Maintenant, dans le cadre donc de leur syndicat ou de façon interne, il appartient donc à leur employeur de faire en sorte que ces femmes travaillent dans des conditions sécuritaires, n'est-ce pas, professionnelles. Elles ont des masques, des cache-nez. Oui. Ces femmes ont des heures de travail. C'est un travail qui doit être amélioré, j'en conviens avec lui. Mais en tant que ministre en charge de la femme, c'est une question qui nous intéresse. Nous avons été nous-mêmes ministres en charge de la salubrité et je peux vous assurer que ces femmes, aujourd'hui, travaillent dans de bien meilleures conditions qu'avant et même dans certains pays. Nous avons vu que ces femmes n'ont pas de gants, n'ont pas quelquefois de masques, mais ici, il y a des dispositions qui sont prises. Alors, et je pense que cette situation s'améliorera au fur et à mesure. Votre dernière question. D'accord. Alors, Madame la Ministre, nous voulons partager votre optimisme quant au raffermissement du tissu familial. Nous vous savons très engagés pour l'atteinte de cet objectif. Mais je voudrais vous demander d'indiquer ici aux familles ivoiriennes le chemin qu'elles doivent emprunter pour aboutir à une véritable réconciliation nationale. En d'autres mots, quel est votre schéma pour conduire les familles ivoiriennes à la réconciliation nationale? C'est une question que je trouve très importante. Quel est le schéma? Mais la première question que je pose quelquefois aux familles, quel est l'intérêt des familles d'aller à la réconciliation? Quel est l'intérêt des familles? Vous savez, quand il y a eu la crise, les familles ont souffert. De nombreuses familles aujourd'hui se sont retrouvées ruinées, ont perdu des êtres chers. Aucune famille de Côte d'Ivoire n'a intérêt, n'est-ce pas, à ce que la Côte d'Ivoire ne retrouve pas la paix. Aujourd'hui, les familles font le bilan de leur situation et constatent qu'elles ont des enfants de 30 ans, de 40 ans, qui n'ont pas eu un premier emploi. Les familles constatent qu'elles ont des enfants qui n'ont aucun diplôme et qu'elles ont des enfants qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école. Les familles veulent aujourd'hui un lendemain meilleur pour leurs enfants. C'est la première raison pour laquelle elles ne veulent plus de la guerre et qu'elles doivent aller à la réconciliation. Donc la prise de conscience. Ce qui entraîne donc la prise de responsabilité, dans le cadre justement de cette responsabilité collective. C'est la responsabilité de tous. C'est pour cela que, dans le cadre de la Commission nationale de la famille, les chefs traditionnels, et je voudrais saluer ici la présence de Nana Dodo, donc, qui nous a accompagnés sur ce plateau, les chefs traditionnels ont décidé de jouer leur rôle. Les leaders religieux également ont décidé de jouer leur rôle, afin d'aider les familles à la prise de responsabilité, mais à tirer les leçons de cette difficile crise que nous avons traversée, afin que désormais, on prenne la bonne décision. Lorsqu'on dira à des familles de laisser leurs enfants aller dans la rue pour aller faire la guerre, je ne suis pas sûr aujourd'hui que des chefs de famille accepteraient que les enfants aillent tuer l'enfant du voisin, que leurs enfants aillent, au nom de l'article 125, brûler l'enfant de l'autre. Aucune famille ne l'acceptera plus. Très bien, merci. Parce que ces enfants qui l'ont fait n'ont eu aucun diplôme, ne travaillent pas et aujourd'hui sont livrés à eux-mêmes. Alors, les familles ont décidé de prendre leurs responsabilités et vous voyez que de nombreuses initiatives sont prises dans les quartiers, dans les villages, où les familles ont décidé de se parler et de travailler à la réconciliation et à la cohésion sociale. Les familles voient les investissements du gouvernement. Les familles voient le changement qui s'opère. Les familles voient toutes ces infrastructures qui sont mises en place dans leur propre intérêt et comprennent donc la nécessité d'aller à la paix.
Voici comment nous pensons que nous pouvons mettre les familles en Très scène bien. et leur permettre donc d'aller à cette réconciliation. Très bien. Nous avons nationale. dit que vous parlez avec beaucoup, défendez avec acharnement. Nous avions été très heureux de savoir au cours de cette émission. Juste avant de nous séparer, je vous ai dit en introduction qu'on vous voyait très souvent avec Mme Ouattara. Que cherchez-vous? Je cherche à faire avancer mon pays. Vous savez, mes collègues ministres d'autres pays m'envient. Hein. Le leadership de Madame la Première Dame dans les questions relatives à la lutte contre le travail et les pires formes des enfants ont permis aujourd'hui de redorer l'image de la Côte d'Ivoire et ont permis de nous faire avancer de façon réelle. En deuxième position, Madame la Première Dame est pour nous une experte en la matière puisque depuis longtemps, elle a toujours œuvré au bien-être de l'enfant. Très bien. Alors, pourquoi ne pas constituer une équipe qui gagne et qui fait avancer le pays, qui fait avancer le gouvernement? Très bien. Madame, vous avez été très heureux d'être à notre compagnie. Ah oui, bien sûr. Très bien. Sauf que je regrette qu'il n'y ait pas eu une seule femme pour me poser Vous revenez. Merci. Vous revenez sur la... Alors, nous avions été très heureux de vous recevoir, Madame Anne-Désirée Oloto. Je rappelle que vous êtes ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Merci de recevoir, disons, le remerciement de la Direction générale et de la Direction de l'information télévisée et toutes les personnes qui m'ont aidé à préparer cette émission. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Je rappelle tout simplement que c'était le point final ce soir de RTI reçoit pour un mois. Vous savez la raison, madame? La Coupe du Monde. Très bien, vous êtes informé, vous êtes partout. Alors, les débats et RTI 1 reçoit vont marquer donc un temps d'arrêt à partir de ce soir pour un mois. Le temps donc du déroulement de la Coupe du Monde qui prendra fin le 13 juillet, vous le savez. Nous avons été très heureux, madame, d'être là. Et avant de nous séparer, je voudrais partager cette pensée que vous connaissez très bien, cette belle phrase. Et Dieu créa la femme pour nos vies et nos pleurs et certainement davantage pour nos vies. Merci d'être venue, madame. Portez-vous bien.